Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous irons à l'ONU pour écouter le discours du ministre d'État à l'occasion du débat général de la 71e session de l'Assemblée générale. Nous ferons le point sur l'AG de la SBM avec notamment son bilan annuel. Nous irons sur le navire le Belém dans le cadre du rendez-vous du club de l'économie ce matin. 4 élèves des collèges Charles III et FANB participent actuellement au concours européen de la sécurité routière. À Prague, nous les avons rencontrés juste avant leur départ. La présentation dans ce journal de la prochaine exposition du NMNM durant cet automne avec pour thème central la danse. Et enfin, nous ouvrirons une large page consacrée aux Journées européennes du patrimoine qui se dérouleront ce samedi et dimanche avec un reportage sur l'église du Sacré-Cœur, suivi d'un entretien avec notre invité du week-end, le directeur des affaires culturelles, Jean-Charles Curaud. Direction l'ONU à New York, jeudi, le ministre d'État Serge Tel a pris la parole en tant que chef du gouvernement pour la première fois devant les représentants des États membres des Nations Unies à l'occasion du débat général de la 71e session de l'Assemblée générale. Je vous propose d'en écouter un extrait. La Méditerranée aujourd'hui doit nous aider à comprendre que les drames de ces rivages ne sont pas ceux de mondes qui s'affronteraient, mais bien ceux d'un même monde, le nôtre. Quelle que soit notre situation matérielle, quel que soit le lieu où nous habitons, nous ne pourrons échapper au malheur de la terre et des hommes. Qu'il s'agisse de guerre ou de montée des eaux, de famine, de tempête ou de fanatisme, notre interdépendance est désormais totale. Et pour citer John Donne, ne nous demandons donc pas pour qui sonne le glas, c'est toujours pour nous qu'il résonne. Je rappelle en outre que Monaco s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 50% à l'horizon 2030 par rapport à 1990. Malgré sa faible responsabilité dans les émissions globales, notre pays a l'ambition d'être un précurseur dans le déploiement des modes de déplacement et de consommation énergétique innovants. En plus de préserver notre patrimoine commun, en plus de limiter les pollutions, l'utilisation d'énergies renouvelables inépuisables permettra de rompre avec certains monopoles qui génèrent, aujourd'hui encore, inégalité et déstabilisation de notre monde. La principauté de Monaco s'est mobilisée dans les négociations très importantes qui se déroulent aujourd'hui à l'ONU autour des enjeux de la biodiversité au-delà des juridictions nationales. Tous ces sujets constituent pour la principauté un engagement essentiel. Tous ces sujets prennent en compte une préoccupation première qui est l'invention de notre avenir commun. C'était par leur capacité à dominer la nature et à la transformer que nos aïeux se sont développés et ont assuré l'avenir de leurs enfants. Or, il nous faut désormais admettre que ce sera par notre capacité à protéger la nature et à accepter ses règles que nous pourrons nous accomplir et construire un avenir pour l'humanité. Et sachez que vous retrouverez à la fin de ce journal une rencontre avec le ministre d'État Alexandra Pagny, l'a rejoint à l'issue de son intervention. Revenons en principauté où la SBM vient d'organiser son assemblée générale. Quel est le bilan de l'année écoulée? Quelles sont les perspectives d'avenir? Réponse dans ce reportage de Christine Datomel. Cette assemblée générale des actionnaires de la SBM s'est tenue à la salle Eiffel de l'hôtel Hermitage en présence des membres de la presse. Alors que le secteur des jeux et le secteur locatif ont connu une légère progression lors de l'exercice 2015-2016, le secteur hôtelier, lui, a été fortement impacté. C'est une année d'abord finalement assez satisfaisante, bien qu'on soit à un niveau de perte toujours élevé. Mais elle est satisfaisante parce que c'est une année où nous avons l'hôtel de Paris fermé pour la totalité de l'année. Et malgré ça, nous arrivons à maintenir un chiffre d'affaires en légère progression et une perte qui s'est stabilisée à 30 millions. Alors,
L'objectif, ce n'est pas d'avoir des pertes à 30 millions, mais vu la période de transition dans laquelle nous sommes, on peut dire que c'est acceptable. Au cours de l'exercice 2015-2016, le groupe SBM a réalisé un chiffre d'affaires de 461 400 000 euros contre 452 400 000 euros l'exercice précédent. Un bilan donc plutôt positif. Les grandes lignes de l'année à venir, c'est la poursuite des travaux sur la place du Casino. L'hôtel de Paris progresse de façon tout à fait satisfaisante. Nous sommes dans le timing et nous sommes dans le budget. Nous allons réouvrir la partie rotonde de l'hôtel de Paris avec 90 chambres avant le Grand Prix 2017. Pour ce qui est du développement immobilier à côté de l'hôtel de Paris, dont le nom a été choisi et qui s'appellera One Monte Carlo, pareil, les travaux sont dans les temps, dans le budget, et nous espérons ouvrir cet ensemble immobilier à la fin de l'année 2018. L'autre priorité de l'année, c'est la relance des Jeux. Nous devons absolument faire retrouver à Monaco une place prééminente dans les jeux de table, au moins sur la Côte d'Azur, probablement en Europe et peut-être même dans le monde. Le grand défi donc pour l'année à venir, relancer l'activité des jeux en principauté, notamment celle des jeux de table. Forte de ce constat, la SBM a donc décidé de permettre au personnel de suivre des formations. Le marketing sera quant à lui développé et une phase de réduction des coûts sera également engagée. Le club de l'Écho Nice Matin s'est réuni à nouveau ce vendredi. Au cœur des discussions cette fois-ci, la fondation Belém. Il faut dire que cette réunion s'est déroulée dans un lieu d'exception, le navire Le Belém. Plus de détails avec Vanessa Dessy. 100 000 personnes foulent le pont du Belém chaque année. Ce 3-mâts à phare carré et coque en acier est le dernier des grands voiliers de commerce français du 19e siècle, encore navigant, après avoir changé 3 fois de nationalité, survivant là où des milliers d'autres navires, plus grands, plus puissants et plus neufs, ont disparu. Le Belém, lui, a toujours suivi sa bonne étoile. C'est un navire qui a 120 ans cette année, qui a été navire de commerce, qui a échappé à la Première Guerre mondiale puisqu'il a été racheté par le duc de Westminster qui en a fait un yacht qu'il a utilisé quelques années avant de le revendre à un certain Guinness qu'il a également utilisé comme yacht, qui a fait un tour du monde avec, en famille. Le navire a ensuite été un peu abandonné après la mort de Guinness, puis a été revendu à une fondation italienne qui en a fait un navire-école. Pendant des années, cela a duré, puis le navire a de nouveau été abandonné après différentes histoires. Et il a été retrouvé par un Français, racheté par les caisses d'épargne et revenu en France. On reçoit, je vous dirais, 2 publics différents, puisque quand nous sommes à quai, on reçoit un public qui est intéressé par le navire, par le 3-mâts et son histoire, mais qui ne savent pas forcément qu'on peut naviguer à bord. Et là, j'arrive au 2e public, ceux qui savent qu'on peut naviguer à bord, c'est ouvert à tous, et donc qui embarquent avec nous sur des navigations de 3 à 9 jours. Mécène historique de la Fondation Belém, la Caisse d'épargne poursuit son engagement depuis le retour du voilier en France en 1979. Ce mécénat a permis de construire une action exemplaire en matière de conservation du patrimoine et a contribué à faire de ce navire un modèle unique de transmission des savoirs au bénéfice d'un large public. C'est extrêmement simple en fait et c'est ce qui est très plaisant. Un navire comme celui-ci, ça représente un budget de fonctionnement de 3 millions d'euros. Hein. Donc c'est quelque chose de très important. Les caisses d'épargne, l'ensemble des caisses d'épargne de France participent pour la moitié, 1,5 million. Le reste, ce sont les équipes de la Fondation qui vont chercher ce budget. Donc auprès des entreprises qui l'utilisent pour faire des manifestations, comme celle d'aujourd'hui par exemple. Auprès des stagiaires qui s'embarquent pour une traversée de quelques jours. Et puis également via les entrées qui sont payantes, mais c'est pas très cher puisqu'on visite ce navire pour 5 € à quai, chaque fois que le bateau est à quai. Il est ouvert au public et ça c'est aussi une grande fierté. Pour nous, encore une fois, c'est du mécénat, mais on veut utiliser ce magnifique outil chaque fois que c'est possible. Et donc quand on a la chance de le voir en Méditerranée, il était là il y a 2 ans, mais il n'est pas tous les ans en Méditerranée, mais on en profite nous pour faire venir nos clients, pour faire venir nos partenaires. Et là aujourd'hui, le club de l'Écho Nice Matin, c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons les chefs d'entreprise que nous avons l'habitude de rencontrer dans des cadres qui ne sont pas celui-là. C'est toute la différence. Le Belém est amarré au port de Monaco jusqu'à dimanche. Des visites seront organisées à bord tout au long du week-end.
De la mer, on passe à la route. 4 élèves des collèges Charles III et FANB participent en ce moment même au concours européen de la sécurité routière à Prague. Vanessa Dessy les a suivis à l'occasion de leur dernier entraînement, quelques heures avant leur départ. Un reportage. Sérieux, motivation et implication, c'est sur ces critères que 4 élèves des collèges Charles III et FANB ont été sélectionnés afin de représenter la principauté au concours européen de la prévention routière. Après une dernière sélection en juin dernier, Victoria, Giulia, Gabriel et Stefano ont été retenus parmi une douzaine d'enfants. Ces derniers ont participé à un entraînement intensif sous forme d'atelier. Il existe donc 2 formes d'épreuves. La première est théorique, elle concerne les comportements que les enfants doivent adapter sur la route. L'équipement en termes de vélo, le port du casque, le port de gants pour la protection à la fois du corps et de la tête, ce qui est important. Puis on a donc l'aspect pratique sous forme d'atelier, comme vous pouvez le voir. En fait, oui, le passage sous corde qui est quand même une difficulté supplémentaire, mais il y a une maîtrise à la fois du vélo et du corps. Puis vous avez donc la planche inclinée qui là aussi est une maîtrise au niveau de l'équilibre. Et enfin, vous avez d'autres ateliers, des slaloms pour savoir comment on évolue avec le vélo. Le premier objectif déjà, c'est de faire en sorte que les enfants prennent conscience des dangers liés donc, à la route. Dans un premier temps, on leur apprend la signalisation routière, puis la maniabilité du vélo parce que c'est important de maîtriser cet outil qui est donc le vélo. Très conscients de l'importance de cet apprentissage, les élèves sont particulièrement impliqués et motivés. Si on était dans les 10, ça serait vraiment super bien. Mais dans les 15 aussi, ça serait juste y participer. Voilà, ça serait limite. Mais en fait, le meilleur, c'est de faire moins de 10 points de faute. Enfin. Après, moi, je m'entraîne sur la route, alors toute seule. Donc, oui, non, on s'entraîne un peu tout seul. Ça va être très difficile, mais on va y arriver. Ouais, je pense. Moi, personnellement, je serais toujours contente. Ce serait une belle expérience. Victoria, Giulia, Gabriel et Stefano se retrouvent donc dans le nord de Prague jusqu'au 25 septembre afin de participer au concours européen de la prévention routière. Nous suivons régulièrement pour vous les expositions que propose le NMNM. Et bien depuis ce vendredi, vous pouvez découvrir l'exposition Danse, Danse, Danse à la Villa Paloma, Mahama, que vous font découvrir Sandrine Nègre, Orazio Gaggino et Eric Pocoy. La danse est un thème bien connu en principauté et ses liens avec l'art contemporain développé ici à la Villa Paloma vont vous permettre de plonger dans ce monde du mouvement, de la poésie, des gestes, de la dramaturgie, de l'expérience chorégraphique, des coulisses et de la répétition. C'est une continuité pour nous en réalité, puisqu'on avait déjà commencé avec le lab à la Villa Sauber, avec une première collaboration dans le cadre du lab avec Vito Acconci, les étudiants du pavillon Bosio. Donc pour nous c'était assez naturel de continuer, et d'autant plus que c'est dans des problématiques assez communes. Donc c'était une bonne occasion de continuer un propos, un dialogue qui avait déjà commencé. Oui, on y associe aussi notre partenaire avec qui on travaille aussi très régulièrement, ce sont les ballets de Monte-Carlo. Donc c'était vraiment l'idée de vouloir travailler avec les 3 institutions culturelles de Monaco et de faire un projet sur des territoires et des recherches sur lesquels on travaille de manière vraiment commune depuis un certain temps. Son Altesse royale, la princesse Caroline de Hanovre, a pu découvrir les œuvres proposées ici au fil des étages de la Villa Paloma, signées entre autres, bien sûr, Alexandra Bactetis, Émilie Mast ou encore Julien Prévieux, et cette très belle performance qui illustre elle aussi la collaboration entre le NMNM, les SAP et la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. C'est une sorte d'évidence aussi à vouloir essayer de réfléchir à la manière dont la danse s'est infiltrée ailleurs, hors dehors du plateau, et du coup à amener à repenser même la question de l'exposition et du musée, qui ne seront plus des lieux où on vient regarder une œuvre qui serait figée, autonome et là pour l'éternité, mais qui est habitée par le vivant, qui interroge notre rapport à nous en tant que spectateurs, à notre déambulation, à la temporalité de la visite et à d'autres régimes de réception que ceux auxquels on est habitué dans une expérience plus classique de l'œuvre. Donc c'était ces allers-retours-là qui nous intéressaient. Et puis nous, ça nous intéresse d'autant plus qu'en tant que musée, on se pose de fait la question de comment imaginer les expositions aujourd'hui différemment et de réfléchir le musée, le concevoir autrement, puisque
il faut toujours changer aussi un peu les idées reçues et en tout cas essayer de réfléchir différemment l'expérience de l'exposition. Ce sont en fait deux danseurs, donc un maître de ballet et son interprète, donc qui répètent à sec. Donc en fait les mouvements qu'on voit des mains sont en fait les pas. Donc les danseurs répètent à des moments en fait pour juste se remémorer la chorégraphie, les phrases comme on dit, pour éviter d'utiliser le corps en fait. Donc en fait ici c'est pour ça que je disais un tableau vivant sans le vivant, parce que en fait c'est vraiment cette idée de ne pas utiliser le corps alors que dans cette exposition tout est à l'œuvre du corps en mouvement, et que justement moi je le fige, je l'arrête. Presque en fait dans un état de récupération en fait. Et vous l'aurez très certainement compris, Danse, Danse, Danse va dépasser très largement le cadre de l'exposition avec le workshop et ses formes exposées, puis le débat théorique organisé dans le cadre du Monaco Dance Forum. Culture, toujours, nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Le week-end sera marqué par les Journées européennes du patrimoine. Mais avant cela, la suite de notre série de reportages consacrés aux lieux à visiter ce jour-là. Reportage de Sandrine Nègre sur l'église du Sacré-Cœur et de son orgue. Vous avez peut-être déjà entendu les sons produits par cet instrument à vent. Le nouvel orgue de l'église du Sacré-Cœur a été installé il y a peu, au début de l'été. Arrivé d'Italie, il permet à l'organiste de jouer plusieurs types de musique, classique, romantique, symphonique et contemporaine. C'est l'instrument sacré par excellence. C'est pourquoi l'orgue est non seulement inauguré, mais il est béni avec un rituel qui est très beau et qui tire ses prières de prières très très anciennes. Et la fonction de l'orgue est bien sûr l'accompagnement du chant. C'est l'origine de sa place dans l'église, mais vous savez qu'au fil des temps, l'orgue est un instrument très ancien, il s'est beaucoup développé sur le plan sonore et il a une place qui est très importante dans l'église et dans la liturgie, car c'est un acteur liturgique, vous voyez, il a un rôle à jouer. Il n'est pas là que pour accompagner le chant, mais l'orgue lui-même a sa place et a son rôle dans la liturgie et dans tous les rites sacrés. Et l'art sacré, justement le thème de cette 21e journée européenne du patrimoine. Après la présentation de l'orgue, les visiteurs pourront aussi découvrir d'autres éléments liés à ce thème. Alors bien sûr, l'église sera à découvrir ou à redécouvrir avec toutes ses peintures, et puis l'ensemble de sa restauration. Et nous allons présenter aussi une collection d'art sacré, notamment une collection de vêtements liturgiques, très anciens, très beaux, de très belles broderies sur soie, et puis de l'orfèvrerie avec des vases sacrés aussi anciens, une partie des vases sacrés de l'église et une petite partie de vases sacrés personnels qui appartiennent à des prêtres et qui veulent bien les montrer. L'église du Sacré-Cœur qui figure bien sûr au programme de l'itinéraire proposé par la Direction des Affaires culturelles et Claude Passé au fil des édifices religieux de Monaco ce dimanche. Il est temps de recevoir notre invité du week-end et vous venez de voir un reportage sur l'église du Sacré-Cœur. Notre invité, Jean-Charles Cureau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des affaires culturelles. On parle des Journées européennes du patrimoine qui vont se dérouler ce week-end avec, on l'a vu dans le reportage précédent, le thème l'art sacré. Pourquoi ? Pourquoi l'art sacré ? Alors déjà, on peut dire que l'art est sacré en général, d'une façon générale, et puis l'origine de l'art c'est quand même le sacré. L'art sacré à Monaco, c'est quelque chose d'important dans la mesure où d'abord c'est notre tradition et puis vous savez que l'État est lié à l'Église catholique romaine, d'où la profusion d'édifices, d'instruments, d'objets de piété et puis d'œuvres d'art dans les églises. Alors que va-t-il se passer sur les 2 jours ? Parce que samedi et dimanche, ce ne seront pas les mêmes choses. Alors nous avons les itinéraires transfrontaliers samedi
2 itinéraires, un vers l'Italie, à Dolce Acqua, puisque la famille Doria est liée par des liens de mariage avec les Grimaldi de Monaco, donc vous allez découvrir des choses assez intéressantes de ce point de vue-là. Et puis l'après-midi, un voyage vers Saint-Martin-de-Peille et son église 20e siècle. Là, c'est samedi. Dimanche, c'est totalement différent, c'est ici. Complètement différent. Dimanche, c'est vraiment Monaco. Tous les sites habituels sont ouverts. Cette année, un effort est fait, une particulière attention est donnée aux sites évidemment religieux, pas seulement catholiques, mais essentiellement catholiques, avec un certain nombre d'animations et d'expositions particulières. Alors les bons plans de Jean-Charles Curaud, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que l'on va pouvoir découvrir de différent des autres jours peut-être? Alors déjà, certains aspects des édifices seront mis en valeur. Alors, il y a des visites guidées. Malheureusement, les visites guidées sont toutes complètes. Mais en revanche, tout ce qui se voit dans les visites guidées peut se voir sans le guide. Et bon, je peux vous dire qu'il y aura toujours quelqu'un là pour s'occuper des personnes qui ont besoin d'un renseignement ou d'un coup de main. Les choses particulières, ce sont les orgues déjà, qui sont assez connus mais qui vont faire l'objet d'une mise en valeur particulière. Notamment l'orgue du Sacré-Cœur. Le nouvel orgue du Sacré-Cœur qui n'est pas tout à fait terminé mais qui va être quand même présenté. Donc c'est intéressant parce que le public avec pas mal va voir. Déjà. Ah oui, à peu près tout est là, mais les choses ne sont pas encore affinées, donc ça va être un enfant qui vient de naître et qui n'a pas encore appris à parler, en quelque sorte. Hein, voilà, on va naître là. Et puis aussi des objets de piété, des objets de culte, les reliques de la cathédrale qui ne sont jamais montrées, qui seront accessibles ce jour-là, des vêtements sacerdotaux particuliers, voilà, un certain nombre de choses avec des explications, avec des accompagnements pour découvrir ces pans importants mais peu connus de la piété populaire. Alors les modalités, c'est payant, c'est gratuit, c'est sur inscription, comment est-ce que l'on fait? Comment voulez-vous que l'art sacré soit payant? Tout est gratuit, bien évidemment. Les visites guidées étaient sur inscription, mais il n'y a plus de place. En revanche, tous les sites sont ouverts gratuitement, généralement à partir de 9h du matin. Il y a, vous le savez, la gratuité des autobus sur toutes les lignes pour pouvoir aller facilement d'un endroit à l'autre. Il y a la gratuité de 7 grands parkings de la Principauté, pas gratuité, pardon. Forfait, 3 € pour la journée entière, c'est quasiment gratuit. De façon à pouvoir laisser sa voiture tranquillement. Et puis à 3 € près, c'est gratuit. À 3 € près, c'est gratuit. 3 € pour passer la journée à Monaco, c'est cadeau. Ouais. Un site peut-être pour se renseigner, est-ce que... On peut téléphoner à la direction des affaires culturelles au 98 98 83 03 jusqu'à vendredi soir. Les autres, un répondeur redit tout ça, hein, si on téléphone à ce numéro. Téléphone à l'Office du tourisme en dehors de ces heures-là. Et puis il y a le site www.journeesdupatrimoinemonaco.com. Parfait. Est-ce que d'année en année, les journées du patrimoine attirent? Est-ce que c'est vraiment pour le tourisme une journée particulière? Ah oui, vraiment. Oui. On a eu une montée en puissance assez rapide et depuis maintenant une quinzaine d'années, un palier qui est dû simplement aux capacités d'accueil de la Principauté. Hein, mais tous les ans, on a une fréquentation très importante et selon les retours que nous avons, très satisfaite. Et là, je parlais de tourisme, mais finalement, ça ne s'adresse pas qu'aux touristes, puisque les habitants, les Monégasques, peuvent aussi profiter de cette journée. On découvre des choses que doivent profiter de cette journée. On a des droits et des devoirs. Exactement. Quand on est un citoyen pour découvrir peut-être des choses que l'on ne connaît pas. On connaît sa cité, voilà, exactement. Découvrir des choses qu'on ne connaît pas, tisser des liens, parler de l'histoire. Se rendre compte d'où on vient pour aller mieux vers là où on va. Donc la journée du patrimoine, c'est tout ça. C'est vraiment un héritage patrimoine, en anglais, pardon, patrimoine c'est héritage. Hein. Voilà. On est à cette charnière du beau et de ce qui nous construit. Jean-Charles Curaud, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Donc on l'a dit, samedi, dimanche, les journées européennes du patrimoine. Samedi, ce sont des visites transfrontalières. Le dimanche ici, matin, rendez-vous ici, tout le monde à 9h. Tout le monde à 9h et on vérifiera. On vérifiera. Voilà, on passe tout de suite à la météo. Merci beaucoup. Société Générale Private Banking vous présente la météo. Samedi, un temps calme et agréable malgré la présence de quelques nuages. Les températures varieront entre 20 et 25 degrés. Quant à la température de l'eau, profitez-en, il n'y aura pas de choc thermique, elle est à 23 degrés. Dimanche, peu de changements, des nuages et une belle journée. Lundi, le soleil sera légèrement plus hésitant et les nuages un peu plus menaçants. Et enfin, mardi et mercredi, on ira où tu voudras avec l'été indien de Joe Dassin puisque le temps sera ensoleillé, beau et sec. La météo vous a été présentée par Société Générale Private Banking.
Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. La suite de vos programmes justement sur Monaco Info avec, pour commencer, je vous l'ai dit dans ce journal, une rencontre avec le ministre d'État à la sortie de son discours en tant que chef de gouvernement à l'occasion du débat général, suivi d'une nouvelle émission, un mensuel trésor d'archives présenté par Thomas Fouilleron et Alexandra Pagny. Ils reviendront sur de grands moments de l'histoire monégasque ou alors de grands personnages. Aujourd'hui, il sera question de Charles III. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.